L'histoire de l'Amérique du Nord, au fond, elle s'est décidée sur un champ de bataille. Imaginez la scène. D'un côté, l'Empire français. De l'autre, l'Empire britannique. Et entre les deux, un enjeu immense, le contrôle total d'un continent. C'est vraiment l'histoire d'un choc titanesque qui a littéralement changé la face du monde. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que c'est même possible? Pensez-y un instant. 90 000 personnes contre 2 millions. C'est complètement fou. C'est le David contre Goliath de l'histoire coloniale. Comment la Nouvelle-France a-t-elle pu non seulement résister, mais carrément faire douter un géant pareil? C'est ça qu'on va explorer ensemble. Regardez-moi ces chiffres. C'est juste hallucinant. Le déséquilibre est total. On parle d'à peine 90 000 colons français complètement éparpillés sur un territoire immense et en face, près de 2 millions de colons britanniques, tous entassés sur la côte. À première vue, on se dit que le match est plié, non? C'est joué d'avance. Bon, pour comprendre pourquoi ce choc était presque inévitable, il faut aller plus loin que la simple guerre entre soldats. Ce qui s'affrontait ici, c'était vraiment deux visions du monde, deux façons complètement opposées de voir et de construire un empire en Amérique. Alors, d'un côté, on a la Nouvelle-France. C'est un empire immense, mais presque vide. Son modèle, c'est le commerce des fourrures. Et pour que ça marche, il faut des alliances solides avec les Premières Nations. C'est ça, la clé. Et tout est dirigé d'en haut, par le roi, depuis la France. De l'autre côté, c'est tout le contraire. Les 13 colonies, c'est compact, c'est dense. C'est une société de fermiers qui a faim, mais vraiment faim de nouvelles terres. Et politiquement, c'est un peu le chaos. Chaque colonie se gère elle-même, ce qui les rend autonomes, mais aussi très divisées. Et justement, cette immense différence de population, ça a forcé les colons français à devenir différents. Ils ont dû s'adapter, innover pour survivre. Loin de la France, les Canadiens de l'époque ont développé une identité bien à eux. Ils ont appris des Autochtones comment vivre dans ce climat difficile, on pense aux raquettes, aux mocassins, mais le plus important, c'est qu'ils ont devenu des maîtres de ce qu'on appelait la petite guerre, des raids surprises, des embuscades, une sorte de guérilla avant l'heure. Et ça en a fait des combattants redoutables que les armées européennes ne comprenaient pas du tout. Faut comprendre que cette tension, elle ne sort pas de nulle part. La conquête, en fait, c'est juste le dernier épisode d'une très, très longue série. Ça faisait presque 100 ans que ça durait. Chaque fois que la France et l'Angleterre se battaient en Europe, eh bien, ça se répercutait ici, en Amérique, avec des guerres sanglantes. Toutes ces guerres intercoloniales ont bâti une méfiance, une haine même, qui a préparé le terrain pour l'affrontement final. Et comme dans tout grand incendie, il faut une étincelle. Et cette étincelle, elle a jailli dans un endroit bien précis, la vallée de l'Ohio. Ce n'était pas juste une terre fertile ou riche, non. C'était le point stratégique, le carrefour qui allait déterminer qui contrôlerait le continent. Pour les Français, l'Ohio, c'était absolument crucial. C'était le chaînon manquant qui connectait le Canada au nord à la Louisiane au sud. Alors leur plan était assez audacieux. Ils ont commencé à construire une ligne de forts. L'idée, c'était de créer une sorte de mur invisible pour bloquer les colonies britanniques et les empêcher de s'étendre vers l'ouest. En gros, les encercler. Et c'est là qu'entre en scène un personnage que personne n'attendait. Un jeune officier de la Virginie, un certain George Washington. Oui, ce George Washington. On l'envoie pour déloger les Français, mais ça se passe très mal pour lui. Il subit une défaite cuisante et est forcé de se rendre à Fort Necessity. Cet incident, qu'on a appelé l'affaire Jumonville, c'est vraiment la petite allumette qui a mis le feu aux poudres sur tout le continent. Et là, surprise totale. Contre toute attente, ce sont les Français qui prennent le dessus au début de la guerre. Le fameux Petit Poucet ne fait pas que se défendre, il donne une véritable raclée aux géants britanniques. Ça commence en 1755, à la bataille de la Monongahela. Une armée britannique au complet est décimée, anéantie par une petite force franco-autochtone. C'est un véritable désastre pour les Britanniques. Après ça, le général français Montcalm arrive et enchaîne les succès. Il prend le fort Oswego puis le fort William Henry. Et à chaque fois, c'est la même histoire qui se répète. La tactique de la petite guerre dans les forêts nord-américaines est bien supérieure à la discipline rigide des armées européennes. Le problème, c'est que ces victoires françaises ont eu un effet secondaire. Elles ont piqué l'orgueil du géant britannique. Humilié, Londres décide que la récréation est terminée. Ils vont mettre le paquet, jeter toute leur force dans la balance pour en finir une fois pour toutes avec la Nouvelle-France. Et le moment où tout bascule, c'est l'année 1758. C'est vraiment l'année charnière. À partir de là, le vent tourne de façon décisive et il ne changera plus jamais de direction. Alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, à Londres, un homme prend les choses en main, le premier ministre William Pitt.
Et sa stratégie, elle est simple, directe et brutale. D'abord, il envoie des dizaines de milliers de soldats professionnels en Amérique. Ensuite, il utilise la Royal Navy, la plus puissante flotte du monde, pour faire un blocus total et étouffer la colonie. Et enfin, il lance une attaque massive sur 3 fronts en même temps. Ce n'est plus une petite guerre coloniale, là, c'est la guerre totale. Et pendant que cette machine de guerre britannique se met en branle, la Nouvelle-France, elle, est en train de s'effondrer de l'intérieur. Le blocus, ça marche. Il n'y a plus de nourriture qui rentre, c'est la famine. En haut lieu, c'est la chicane. Le gouverneur Vaudreuil, qui naît ici, et le général Montcalm, qui vient de France, ne s'entendent sur rien. Et pour couronner le tout, les alliés autochtones, qui voient bien que le vent a tourné, commencent à déserter. La situation devient critique. Alors voilà, la colonie est affaiblie de l'intérieur, complètement coupée du monde. Elle est mûre pour l'assaut final. Et la fin va arriver très vite. En 1758, l'énorme forteresse de Louisbourg, qui gardait l'entrée du Saint-Laurent, tombe. La porte est maintenant grande ouverte. L'année d'après, en 1759, une flotte britannique gigantesque remonte le fleuve et met le siège devant Québec. On connaît la suite. La fameuse bataille des Plaines d'Abraham scelle le sort de la ville. Et un an plus tard, en 1760, c'est au tour de Montréal. Encerclée, la ville capitule sans même se battre. C'est quand même ironique quand on y pense. Pendant que les Britanniques et leurs alliés des colonies américaines se battent ensemble, dans les faits, ils se détestent. Les commandants britanniques ont un mépris total pour les soldats américains. Le général Wolfe lui-même, le grand vainqueur de Québec, les traitait de chiens lâches et méprisables. Ce mépris, ça va laisser des cicatrices et ça va semer les graines d'un autre conflit qui s'en vient, la Révolution américaine. Pensez-y, la bataille qui a scellé le destin de tout un continent, elle a duré moins de 30 minutes. Une petite demi-heure de feu, de sang et de chaos sur les plaines d'Abraham. Une demi-heure où les 2 empires se sont affrontés, où leurs 2 généraux, Wolfe et Montcalm, sont morts au combat. Une demi-heure qui a tout changé. Et le point final, le coup de grâce officiel, il arrive en 1763. C'est à Paris, dans un bureau, loin de l'Amérique, qu'on signe le traité. La France cède tout. Le Canada, tous ses territoires à l'est du Mississippi, tout passe aux mains de la Grande-Bretagne. Sur le papier, c'est terminé. La Nouvelle-France n'existe plus. Mais est-ce que c'était vraiment la fin? Ou est-ce que c'était en quelque sorte un nouveau départ? Parce que la chute de la Nouvelle-France, ce n'est pas juste l'histoire d'un empire qui en bat un autre. C'est aussi ce qui a créé, indirectement, les conditions pour la naissance de 2 pays qu'on connaît bien. Le Canada, bien sûr, mais aussi, et c'est là toute l'ironie, les États-Unis. Alors, la conquête, la fin d'une histoire ou le début de la nôtre? C'est une question qui résonne encore très fort aujourd'hui.